Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Encore une belle émission cette semaine. Joël Beauchamp-Monfette à l'animation et on a une belle brochette d'invités en studio. Évidemment, en studio, c'est un terme qui a changé beaucoup dans les dernières semaines. On a Julien Lehoux, presque rendu un meuble dans le studio à la régie. Bonjour Julien. Bonjour Joël, comment ça va? Ça va très bien, merci. On aura aussi à l'émission Véronique Lacroix qui fera sa toute première chronique, une chronique haute en couleurs, des couleurs de roux, de noir, de beige et de gris, parce qu'on va parler du culte du chat dans l'Égypte antique. Bonjour Véronique. Bonjour Joël, ça va? Ça va très bien, merci. On aura ensuite une autre nouvelle chroniqueuse, Joanie Daigneault, qui, pour sa première chronique, a choisi un sujet qui est aucunement polémique, c'est-à-dire la représentation des Autochtones dans l'enseignement au Québec. Bonjour Joanie. Bonjour. Et enfin, pour retrouver nos vieilles pantoufles, on a une figure connue de l'émission, Kin Nguyen, qui va venir nous parler de la République du Vietnam. Je lui dirais bien bienvenue à l'émission. Malheureusement, il doit attendre de l'autre côté avec les nouvelles normes COVID. Donc, on va le saluer plus tard dans l'émission. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec la première chronique. Véronique, comment ça se passe le doctorat? Ben, le doctorat, à date, ça se passe bien. C'est la première session, fait que redemande-moi la question dans un an et demi. Ben, pour ça, il va falloir que tu continues à nous faire des belles chroniques. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'un sujet, on va dire le fun. Moi, j'aime ça. De quoi tu nous parles? Ben, aujourd'hui, moi aussi, ça me tentait d'avoir du fun, fait que je vous propose d'explorer brièvement le culte du chat en Égypte ancienne. Donc, ben, je vais commencer. Je veux rectifier vraiment une croyance qui est assez répandue, puis qui veut que les chats en Égypte ancienne n'avaient pas de poils. Puis ça serait même les ancêtres de la race de chat moderne qu'on appelle le sphinx. Donc, on va mettre ça au clair tout de suite, là. Donc, la race de chat sans poils, communément connue sous le nom de sphinx, est originaire du Canada. On est pas mal loin de l'Égypte. Donc, c'est une malformation génétique qui a été observée par la première fois par un éleveur de Toronto en 1966. Donc, c'est vraiment là que les débuts de la race ont pris racine. Mais ça veut pas nécessairement dire que les chats sans poils existaient pas avant. Donc, au contraire, on a même des traces de culte qui ont été menées par les Aztèques qui semblaient vénérer ces chats-là qui étaient une anomalie génétique. Ben oui. Donc, pour eux, ces chats-là, c'était une anomalie. Donc, c'était probablement des chats uniques. Donc, l'élevage des chats nus, c'est quelque chose de relativement récent. Donc, par contre, les félins nus sont tout de même répertoriés dès les temps anciens, mais plutôt en Amérique du Sud et non en Afrique. Donc, tout ça pour dire que les chats égyptiens avaient bel et bien du poil. Donc, les momies de chats qu'on a retrouvées ont par ailleurs encore du poil pour confirmer la chose. Donc, on va clore le mythe tout de suite. Ouais, mais attends, t'as dit que les Égyptiens momifiaient les chats un peu comme les pharaons. Moyennant les pharaons, il y avait une divinité associée à ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur les chats? Ben, ça nous dit qu'il y avait probablement un lien aussi avec la divinité. Donc, les chats aussi faisaient l'objet d'un culte. Ah oui? Ben oui. Donc, le culte du chat, comme on le connaît, donc avait sous la déesse Bastet, donc celle avec la figure de chat, donc a vraiment commencé sous Sheshonq Ier, à la 3e période intermédiaire. Donc ça, c'est environ, pour vous donner une petite idée, vers moins 900, moins 800. Mais il semble que les chats ont été vénérés en Égypte dès le 4e millénaire avant notre ère. Donc, un petit fait cocasse de même, là, le mot miaou qu'on utilise pour définir le son que ça fait un chat. Donc, c'était le mot que les Égyptiens employaient pour désigner un chat en tant que tel. Donc, si on avait une conversation avec un Égyptien ancien, ça pourrait faire « Ah, ben regarde donc le beau miaou qui traverse la rue. » Et lui de répondre miaou. Exactement. Donc, le mot chat en hiéroglyphe est également écrit suivant la phonétique du miaou. Donc, pour faire le mot, les Égyptiens avaient employé des glyphes qui correspondent au M, I, puis W. Donc, quand on prononce le mot, on le prononce miou.
Donc, comme quoi, il faut pas nécessairement tout le temps chercher trop loin pour découvrir les mots, ils viennent de où. Donc, mais est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là que c'est les Égyptiens qui ont, entre guillemets, découvert le chat en premier? Ben, pas nécessairement. Écoute, même si on associe souvent le chat avec la culture égyptienne ancienne, donc on a tendance justement à se dire, ben, le chat doit être apparu en Égypte, mais non. Le chat, comme on le connaît, viendrait plutôt de la Mésopotamie. Puis les origines du félin remontent encore plus loin qu'on pense. Donc, il y a des chercheurs qui ont réussi à retracer des traces de félins jusqu'à 100 000 ans avant notre ère. Donc, pour vous donner une petite comparaison, les traces les plus anciennes de déités félines en Égypte remontent à seulement moins 3100 avant notre ère. OK. Donc, c'est quand même relativement plus récent que la Mésopotamie. Donc, ces traces-là en question vont prendre la forme d'une coupe décorée qui va représenter la déesse panthère Mafdet. Donc, cette déesse-là, à l'époque, son rôle premier, c'était de protéger le pharaon contre les méchants scorpions puis les méchants serpents pendant qu'il dormait. Donc, ça vient à nous dire que le chat avait tout d'abord un rôle de protecteur en Égypte ancienne. Donc, il protégeait les humains contre les scorpions, les serpents, donc toutes les bébites dangereuses pour la santé humaine. Mais il protégeait aussi les récoltes contre les rongeurs qui pouvaient venir dévorer la nourriture. Donc, ce serait vraiment de là que le culte du chat serait parti. Donc, si on veut dire, pour ses services essentiels rendus à la société. Donc, on a décidé de l'élever sur un piédestal divin, si on peut le dire comme ça. C'est drôle comment l'image a pu évoluer. Aujourd'hui, on les considère comme, grosso modo, des pantoufles avec qui il faut toujours se battre pour avoir notre clavier d'ordinateur, notre place de sofa, le chauffage. Ben oui, hein, ça, écoute, moi je dirais que ça n'a pas vraiment changé depuis l'ancienne Égypte. Donc, écoute, pour te dire, le culte du chat était propre à chaque temple. Donc, chaque temple avait ses chats assignés. Puis, chaque chat était sous la supervision de ce qu'on appelait un gardien des chats. Donc, en fait, ça, c'était comme l'emploi idéal pour tout le monde qui aujourd'hui se définirait comme un crazy cat lady, ou plutôt dans ce cas-là, c'était plus un crazy cat man. Donc, c'était probablement un homme qui gardait les chats. Même pas besoin d'être payé pour faire ça. Non. Moi, personnellement, je le ferais pour gratuit, mais si en plus, si on a des avantages sociaux puis une paye reliée à ça, je dis pas non. Hein, mais bon, ça, c'est autre chose. Hein. Donc, là, on peut dire que le statut sacré du chat, lui, donnait une place vraiment particulière dans la société. Mais il faut spécifier que cette place-là, c'était pas juste réservé aux chats des temples. Donc, tu pouvais être un chat de ruelle puis quand même avoir une place importante dans la société. Donc, même que l'Égypte possédait plusieurs lois entourant... entourant les chats puis leur bien-être. Donc, c'était totalement interdit de maltraiter ou de tuer un chat. Donc, quiconque... Oups, problème technique, c'est pas grave. Pardon. Donc, quiconque qui avait la malchance de contrevenir à ces lois, risquait une peine très sévère, voire même la mort. Ah oui. Ben oui, donc comme quoi notre société moderne, on est pas mal loin du calibre de la société égyptienne pour ce qui est des droits des animaux. On n'est pas encore là. C'est vrai. Est-ce qu'on a des exemples de peines liées à la maltraitance envers les chats? Ben certainement. Donc on a une certaine anecdote racontée par Diodore de Sicile. Donc plusieurs auraient probablement déjà entendu parler de cet homme. Donc il nous dit que vers moins 60, on a un conducteur de char romain qui a eu le malheur d'écraser un chat. Bon, on sait pas trop comment ça s'est passé, fait qu'on sait pas trop si le chat il a juste décidé de se planter au plein milieu de la rue pendant qu'il passait. Comme un chat fait. Comme un chat normal ferait aujourd'hui. Ou si le conducteur en question avait une quelconque haine pour les félins et a décidé de l'écraser. Mais bref, l'événement s'est passé, il a tué le chat avec son char. Et malheureusement, pour son crime, il a dû payer la peine ultime. Donc, il a été tué par un soldat égyptien pour le meurtre du pauvre chat. Donc, on avait aussi d'autres lois. Donc, on pouvait pas insulter un chat. On pouvait pas le contrarier. Donc, si tu te levais puis le chat prenait ta place sur le sofa, il fallait lui laisser la place sur le sofa. Faut pas contrarier le chat. On pouvait pas aussi exporter un chat en dehors d'Égypte. Donc, si tu décidais que tu voulais déménager en Mésopotamie, tu peux pas apporter ton chat. L'ancêtre du Lucky Bamboo. Exactement, voilà. Donc,
Cette vénération des chats aurait même été retournée contre les Égyptiens. Donc, on a le roi perse, Cambyse II, qui a eu une idée vraiment très ingénieuse et voire quelque peu macabre pour remporter sa victoire contre les Égyptiens. Donc, il s'est dit, moi, ça me tente pas de me battre. Fait qu'il a demandé à tous les soldats d'attacher un chat à leur bouclier. Donc, je vous laisse imaginer, comment ça s'est fait. On n'a pas trop de détails à ce sujet-là. Donc, les pauvres Égyptiens, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Donc, ils ont dû abandonner le combat pour éviter de tuer les chats. Donc, le roi Cambyse II, il a gagné sa bataille sans avoir dû verser le sang. Mais ça veut dire que la vénération pour des chats par les Égyptiens, c'était un fait connu dans l'Antiquité. Est-ce que les Égyptiens en faisaient beaucoup pour qu'on connaisse leur fascination? En fait, je sais pas s'il y avait vraiment des lettres qui s'échangeaient entre pays pour raconter, les dernières anecdotes pour leurs animaux de compagnie. Ce que Facebook fait. Exactement, ce que Facebook fait. Donc, la version très ancienne de Facebook, c'était les lettres qui prenaient 2 mois pour se rendre, mais ça, c'est autre chose. Mais, par exemple, il y avait certaines coutumes très, si on veut, pas grandioses, mais mettons qu'on les manquait pas. Donc, pour les chats qui appartenaient à des familles plus nanties, comme les chats des familles royales, donc il était coutume de respecter certaines coutumes funéraires à la mort du pauvre animal. Donc, quand l'animal adoré mourait, donc on pouvait respecter un deuil de 70 jours pendant 70 jours? C'était le temps que ça prenait à momifier des gens puis des chats dans le temps. Donc, pendant 70 jours, on observait un deuil. On pouvait même aller plus loin puis se raser les sourcils en signe de deuil. Donc, tout le monde savait que ton chat était mort. Donc, on a aussi des traces de gens qui ont été vraiment très loin pour s'assurer que leur chat soit aussi bien traité dans la mort que dans la vie. Donc, on a retrouvé un sarcophage qui appartenait au chat du prince Thoutmôsis, donc un des fils d'Amenhotep III. Donc, l'animal en question aurait eu droit à un beau sarcophage, tout bien sculpté. On a même le nom du chat, donc le chat s'appelait Tamiou. Tamiou, jeu de mots, miaou. Oh! Maintenant, ce serait Tamiao. Exactement. Donc, voilà. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que vous gâtez trop votre chat, parlez-leur donc des Égyptiens anciens. On va voir que c'est pas si pire, finalement. Mais parlez-en pas au chat. Parlez-en pas au chat. Non, faut pas qu'ils sachent. Donc, c'était pas juste les riches qui donnaient des signes de dévotion à leur animal de compagnie. Donc, même les plus pauvres, en fait, étaient totalement dévoués au chat. Donc, par exemple, si leur maison prenait feu, le chat, c'était souvent le premier à être secouru. Donc, le chat, avant les enfants, on sait pas trop comment ça se passait, mais en tout cas. De plus, si on avait une famine qui sévissait, donc on préférait mourir soi-même de faim plutôt que de devoir manger le chat. Donc, voilà, comme quoi les Égyptiens, ils semblaient avoir leur priorité à la bonne place quand même. Donc, on va leur donner ça. Donc, écoutez, c'est déjà tout pour moi cette semaine. Donc, pour ma chronique sur les chats en Égypte ancienne. J'espère que vous avez apprécié le bref topo sur nos amis à poil. Donc, je vais terminer en citant brièvement Terry Pratchett. Donc, dans les temps anciens, les chats étaient vénérés comme des dieux et ceux-ci ne l'ont toujours pas oublié. Donc, merci à tous et passez une bonne fin de journée. C'est vraiment vrai. Ouais. Je vais juste me rappeler mes anciens chats, oui, absolument. C'est resté gravé dans leur mémoire, surtout quand c'est le temps de les nourrir. Ah ouais, les nourrir, les flatter, dormir, pas mal tout quoi. Tout à l'heure, j'ai mentionné les couleurs de chat. Est-ce que c'était les mêmes couleurs qu'aujourd'hui? Tu dis les sphinx n'existaient pas encore ou étaient en tout cas différents en Égypte. Est-ce qu'il y a des couleurs de chat qui étaient plus répandues, moins répandues? En fait, les seules sources certaines qu'on a relativement aux couleurs de chat, c'est surtout sur les peintures murales qu'on retrouve. Donc, on sait que la majorité des chats qui étaient représentés étaient mouchetés, donc avec un pelage qu'on appellerait aujourd'hui tabi, donc dans les teintes de roux, dans les teintes de beige, avec des petites taches noires, avec des petites rayures. Encore une fois, c'est pas 100% sûr, la seule façon de le savoir, ça aurait été d'être là, mais si on en croit les peintures murales, ça aurait été dans ces teintes-là, plus chaudes et sables. Merci beaucoup, Véronique. Si vous souhaitez garder un petit sourire aux lèvres, je vous propose d'aller écouter d'autres anecdotes culturelles de l'Antiquité en allant écouter la chronique de Isabelle Dufour sur les soins cosmétiques à l'Antiquité. C'était une chronique du 29 mars 2019. On va maintenant aller en musique. Julien, où est-ce que tu nous transportes? Avant, ça fait penser ta chronique. Justement, j'ai ma mère qui m'a envoyé un message pendant la chronique pour me montrer un gadget que je pourrais acheter pour mon chat. Donc,
En lien avec ça, justement, j'aime toujours mettre des chansons en lien avec des chroniques, et là-dessus, je vais mettre la chanson Hearts on Fire par Better Person. Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Toujours Joël Beauchamp-Monfette à l'animation. On va continuer immédiatement avec Joanie Daigneault qui fait sa première chronique avec nous aujourd'hui et qui a décidé, pour se simplifier la vie, de parler d'un sujet qui est pas du tout polémique. Les Autochtones et surtout la représentation des Autochtones dans l'histoire. C'est un sujet qu'on parle de plus en plus, mais est-ce qu'on en parle assez? Puis surtout, est-ce qu'on en parle de la bonne façon, Joanie? En fait, tu poses la bonne question en disant ça comme ça. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais est-ce qu'on en parle de la bonne façon? Et ce que je vais vous démontrer un peu là-dedans, là, mon but, c'est de vous démontrer que on a hérité du passé des façons de parler des Autochtones qui doivent être, disons, repensées maintenant. Mais j'aimerais débuter avant tout en te lançant une question. Là. De quoi te rappelles-tu de la façon dont on t'a présenté les Autochtones dans les cours d'histoire que tu as eu, mettons, au primaire? Bonne question. Je me souviens je sais qu'aujourd'hui, on essaie au moins de mieux les intégrer, mais oui. Dans l'ancien temps où j'étais au secondaire, il y a 3000 ans, il me semble que c'était vraiment très centré sur juste deux ethnicités très homogènes. Les Algonquins au nord, les Iroquois au sud, les nomades, les sédentaires. Oui. Est-ce que je suis pas trop loin de la vérité? Ben, en fait, je pense que tu résumes parfaitement la façon dont on enseigne l'histoire autochtone depuis plusieurs décennies. On présente ces deux groupes culturels-là, les Iroquois, les Algonquiens. On dépeint quelques généralités sur leur mode de vie respectif. On va parler des Iroquois sédentaires dans les maisons longues, puis les Algonquiens nomades dans les wigwams que des fois on appelle des tipis par erreur.
Des fois, c'est vrai. ouais, des fois, on évoque aussi brièvement l'existence des Inuits, là, si on a un prof motivé. Mais ça se limite beaucoup à ça, en fait, l'enseignement de l'histoire autochtone. Et c'est rare qu'on va beaucoup plus loin que les premiers contacts entre les Français et les Autochtones à l'époque de la Nouvelle-France. C'est comme un peu si les Autochtones disparaissaient de notre histoire après ça. Mais il y a quand même beaucoup de réflexions et d'efforts qui ont été faits ces dernières années pour redonner la place aux Autochtones, non? Dans les cours d'histoire, peut-être? Oui, tout à fait. En fait, on a eu une réflexion, on a déjà amorcé une réflexion afin de leur octroyer plus de place dans les livres d'histoire, la place qui leur revient, là, bien sûr. Évidemment. De revaloriser leur culture qui ont été souvent méprisées, là, comme on le sait dans le passé. Et aussi d'aborder des thèmes difficiles comme les conséquences de la colonisation, les pensionnats par exemple. Puis tout ça est guidé par la volonté de lutter contre la discrimination dont sont victimes là, les membres des Premières Nations et les Inuits au Québec en utilisant l'éducation. Mais c'est un fait, les Canadiens connaissent très très mal l'histoire, les peuples autochtones en général, leur histoire en particulier. Ce qui fait que les Canadiens sont amenés à voir les Autochtones de façon un peu caricaturale, stéréotypée, réductrice et négative. C'est un enjeu qui m'apparaît d'autant plus important que, comme on le sait, il y a des disparités vraiment très importantes entre les Euro-Québécois, là, c'est comme ça qu'on va appeler les allochtones, les non-autochtones, là, pour les besoins de la chronique. J'en prendrai pas offense, non, c'est correct. Non, c'est pas chronique. Les termes sont importants et particuliers oui, quand on parle des Autochtones. Donc, il y a des disparités entre les Euro-Québécois et les Autochtones. Peu importe l'indicateur que vous utilisez, que ce soit le taux de diplomation, l'accès aux emplois de qualité, l'accès au logement, les problèmes de santé mentale, le taux de suicide. Et l'idée derrière tout ça, en fait, c'est de lutter contre l'ignorance avec l'éducation. Parce que quand on lutte contre l'ignorance, on lutte contre ces disparités puis ces injustices-là. Mais justement, en parlant d'éducation, c'est un portrait assez sombre que tu viens de dresser. Est-ce qu'on essaie au moins de faire une plus grande place aux Autochtones dans l'enseignement secondaire? Oui, tout à fait. Tu sais, dans les programmes d'univers social, il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont consacrés aux Autochtones et il y a un intérêt renouvelé, là, comme on l'a dit, pour ces questions-là. Mais il reste que l'enseignement d'histoire autochtone fait face à plusieurs défis. Et j'ai pu observer que c'est des défis qui sont souvent ancrés dans la tradition d'enseignement de l'histoire autochtone au Canada qui remonte souvent à plusieurs siècles. Et donc, j'ai pensé, pour cette chronique, vous faire un top 5 des problématiques qu'on retrouve dans l'enseignement de l'histoire autochtone, en espérant peut-être semer une petite réflexion chez ceux qui peuvent être amenés à enseigner cette histoire autochtone-là, la jeunesse québécoise. Donc, premier mythe que je voudrais aborder, la sous-représentation des Autochtones dans les livres d'histoire. Ça, c'est un problème chronique. On a toujours eu tendance à accorder peu de place aux Autochtones dans les livres d'histoire. Comme je l'ai dit, c'est particulièrement vrai après les premiers contacts avec les Européens au 16e et 17e siècle. Encore aujourd'hui, donc, on les évoque peu dans l'histoire du 19e et du 20e siècle. C'est comme s'ils disparaissaient un peu après la conquête, de façon bien mystérieuse par ailleurs. C'est vrai, ça. Il a vraiment fallu que je me rende à l'université pour entendre une première fois les mots autochtones après la conquête. Moi, tu sais, j'ai fait mon secondaire dans la fin des années 90, puis j'ai fait mon bac au début des années 2000, et on m'a jamais enseigné les pensionnats, par exemple. Ça me renverse, là, quand je pense. mais puis ça fait partie de l'histoire du 19e siècle, là, en particulier. Mais bref, on peut voir des raisons politiques face à ce choix-là de faire disparaître les Autochtones. Vous le savez que c'est bien sûr les gouvernements là, qui décident des programmes d'enseignement, puis il y a toujours une tentation d'imposer volontairement ou non une vision idéologique à l'histoire qui est enseignée dans les écoles. Puis ce serait quelle vision idéologique exactement? À quoi ça sert les gouvernements? Les chercheurs qui travaillent sur le sujet sont d'avis que c'est en lien avec les territoires. Tu sais, les gouvernements ils convoitaient les territoires autochtones, particulièrement les ressources sur ces territoires-là, et ça leur facilitait la tâche finalement pour s'emparer des territoires, de nier l'existence contemporaine des Autochtones. On présentait les territoires du Nord comme s'il y avait personne sur ces territoires-là finalement, et les Québécois ne s'opposaient pas à cette prise de contrôle du territoire parce qu'ils connaissaient pas l'existence contemporaine des Autochtones. Puis il y a des questions qui sont importantes à ce sujet-là parce qu'il y a des dédommagements qui sont en lien avec l'occupation du territoire, l'exploitation des ressources. Souvent, c'est des centaines de millions de dollars que le gouvernement se retrouve à donner en indemnité là, aux peuples autochtones qui vivent sur ces territoires-là. Donc, c'est un enjeu qui est pas du tout anodin et qui fait souvent les manchettes là, ces temps-ci. Donc, chers enseignants à l'écoute, là, il y a vraiment une réflexion à y avoir sur la place qu'on accorde aux Autochtones après la conquête dans nos leçons. Le deuxième mythe maintenant que je voudrais aborder, c'est cette tentation d'homogénéiser les cultures autochtones au point d'en faire des caricatures. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, c'est pas tout de parler des Autochtones. Il faut aussi bien parler des Autochtones. Il faut en parler de façon adéquate.
Puis la tendance d'homogénéiser, de caricaturer les cultures autochtones, c'est une réalité là, qui s'est vue autant dans les livres d'histoire que dans les films ou dans les romans. C'est que, dans le fond, on représente les Autochtones en empruntant pêle-mêle des traits à n'importe quelle nation. Souvent, tu sais, je suis sûre que vous allez comprendre la référence de l'Autochtone à la coiffe à plumes. Ben oui. C'est comme ça dans l'iconographie qu'on les a toujours représentés. Mais c'est pas la réalité de tous les peuples autochtones de porter des coiffes à plumes. Et le problème, en fait, c'est que ces représentations-là ne tiennent pas compte de la richesse qui est vraiment incroyable là, des cultures autochtones. Ben oui, parce qu'on pourrait jamais comparer, par exemple, des Autochtones du Pacifique et de l'Atlantique. C'est complètement différent. Des modes de vie différents, puis des traits culturels qui sont très différents. Je sais pas si vous le saviez, mais il y avait 200 langues autochtones qui existaient sur le territoire du Canada à l'arrivée des Européens. Donc, j'aurais jamais imaginé 200. C'est une diversité incroyable. Donc, de parler des Autochtones comme d'un tout uni, ce serait comme d'aborder les Européens comme s'ils étaient une seule et unique nation, puis de confondre l'allemand, le portugais, leur mode de vie, leurs traditions et tout ça. Donc, il y a un effort à faire pour apprendre à connaître individuellement les 11 nations autochtones qui sont reconnues au Québec. Et tu sais, je sais que c'est pas évident, là, ça prend du temps à apprendre à les connaître, justement. Il y a beaucoup d'éléments culturels à maîtriser là-dedans, mais déjà d'être ouvert à ça, d'avoir une sensibilité, d'admettre cette diversité-là, je pense que c'est quelque chose d'important pour les enseignants. Troisième mythe qu'on va maintenant aborder. Numéro 3, ça prendrait jingle. On individualise peu les Autochtones dans les livres d'histoire, dans le sens que l'histoire du Québec est marquée par plusieurs personnages célèbres, comme évidemment Champlain, oui. Montcalm, Madeleine de Verchères. Tout à fait. On en a fait des héros. Hein, il y a une construction d'un récit national derrière tout ça, c'est évident. L'histoire est utilisée pour construire un récit national. Mais chez les Autochtones, on nomme assez peu d'individus par leur nom. Tu sais, c'est toujours les Hurons, les Montagnais, les Iroquois. Là, j'ai tout utilisé des termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui pour les désigner, là, qui sont désuets. Mais c'est un élément important de constater que, dans le fond, on leur refuse de reconnaître leur individualité parce que c'est comme de dire qu'ils sont incapables d'être des acteurs d'histoire à part entière. Dans le fond, il existe seulement comme l'autre menaçant. Ouais, l'autre avec un grand A. Voilà, c'est un concept en histoire, l'altérité. Mais le principe selon lequel la nation québécoise s'est construite face à cet autre-là. Est-ce que vous vous rappelez de noms d'Autochtones qu'on a abordés dans vos cours d'histoire? C'est sûr, c'est toujours les mêmes noms. Oui. Il y a Louis Riel, Sainte-Cathérie, Pontiac. Exactement. On connaît donc, jamais. Vous en connaissez déjà plus que moi. Oui, c'est ça. Ben oui, mais les exemples que vous avez nommés sont importants. C'est des bons exemples parce que, en fait, il y a une raison pourquoi ceux-là, on en entend parler. Louis Riel, les Canadiens français aimaient le personnage de Louis Riel qui s'était levé, qui s'était tenu debout devant l'adversité des Anglais, là, la persécution des Anglais. Oui, il était associé. On le voyait un peu comme un Canadien français de l'Ouest, là, Louis Riel. Donc, c'est pour ça qu'on est attaché à son image. Puis Sainte-Cathérie, comme on l'a appelé, c'est une autochtone Mohawk qui a adopté les principes du christianisme, s'est convertie puis est devenue une sainte. Donc, elle représente l'idéal de l'autochtone colonisé et assimilé là, finalement. Donc, c'est des choix qui sont volontaires dans notre histoire nationale. Donc, il y a un effort à faire pour les profs là, de réfléchir à cette question-là, comment parler d'individus, redonner leur pouvoir aux individus autochtones, finalement. C'est vrai que l'histoire n'aura pas retenu des tonnes de noms, là. Nos ancêtres n'ont pas noté beaucoup de noms d'Autochtones, mais il y a quand même par exemple, des militants pour les droits autochtones du 20e siècle qu'on pourrait rajouter à notre histoire, comme Marie Touax Early de Kahnawake, qui est intéressante à étudier. Donc, une réflexion à y avoir là-dessus. Quatrième mythe, problématique. Donc, on a tendance à éviter les sujets sensibles, comme par exemple les pensionnats autochtones et leurs conséquences. C'est un concept en didactique que j'ai eu l'occasion d'étudier qui s'appelle l'inconfort culturel. Ça revient à dire qu'un enseignant peut se sentir mal à l'aise d'aborder des éléments culturels d'un autre groupe ethnique, surtout ceux qui ont subi de l'oppression dans l'histoire. Tu sais, c'est délicat d'aborder ce type d'histoire-là. Oui, en effet. Surtout peut-être quand on est blanc puis qu'on aborde l'histoire d'un autre groupe ethnique qui a été opprimé. On a peur de commettre des maladresses. Puis on sait qu'on vit à une époque un peu difficile pour les enseignants. Là, mal les représenter aussi, justement. Oui, voilà, de faire des maladresses, de pas être qualifié. Tu sais, le sentiment de pas être qualifié. Mais c'est une époque difficile pour les enseignants en ce sens que, vous vous rappelez l'incident de l'Université d'Ottawa qui a fait les manchettes dans les derniers mois. Une chargée de cours qui avait été trucidée sur la place publique pour s'être exprimée d'une façon qui a été jugée insensible, raciste, là, sur l'histoire de l'esclavagisme. Mais ça pose le problème, en fait, qu'on peut craindre qu'il y a de plus en plus de sujets qui touchent à des
des questions fondamentales comme le racisme, les minorités, l'oppression, qui deviennent un champ de mine pour les enseignants. Et le réflexe, c'est de pas en parler dans ce temps-là. On parle d'une culture d'évitement, là, le réflexe d'éviter les sujets où on pourrait commettre des bévues puis se faire pointer sur la place publique comme étant raciste. C'est vraiment problématique en ce qui a trait aux Autochtones parce que c'est ça amène cette culture d'évitement dont je vous ai parlé, qui est déjà un problème qui existe depuis longtemps là, lorsqu'il s'agit des Autochtones, puis qui risque d'être renforcé en ce moment. Et c'est particulièrement difficile de parler de sujets comme les pensionnats indiens, les enlèvements d'enfants autochtones. C'est deux réalités, comme je vous disais tout à l'heure, là, qui n'étaient pas enseignées dans mon temps il y a une dizaine d'années. En fait, les enlèvements d'enfants autochtones, j'ai appris l'existence de ça il y a 2 ans parce que je travaillais pour le ministère de la Justice avec des nations autochtones qui m'ont parlé de ça. Sinon, c'est pas quelque chose qui est connu de notre histoire, puis c'est des crimes contre l'humanité. T'sais, maintenant, on parle de génocide pour décrire ce qui s'est passé au Canada face au peuple autochtone. Puis comment tu crois que c'est possible d'éviter ce piège-là qui... De toute évidence, oui. Et c'est plus grand que le seul domaine de l'enseignement dans ce cas-ci. Tout à fait. C'est un phénomène de société, ce dont je parle, mais je pense qu'il y a une réflexion de société à y avoir sur comment on veut aborder ces sujets-là, avoir une discussion, ouvrir une discussion à ce sujet-là. Puis je pense qu'il faut vraiment sortir de la peur d'être maladroit. La plupart des spécialistes de la didactique s'entendent pour dire que la controverse, c'est bien dans une salle de classe. Il faut éviter la controverse en classe. Évidemment, ça prend les nerfs solides là, pour un enseignant de faire Évidemment, ça. Évidemment, là, on dit inviter, non oui, éviter. C'est ça. Parler de sujets on appelle ça des questions socialement vives en didactique, là, des sujets qui font pas l'unanimité dans la société, même si c'est pas facile. Vaut mieux en parler puis faire des erreurs que pas en parler. C'est ça, dans le fond, l'idée, là. Et finalement, le 5e dernier point que je voulais aborder avec vous, la question de la représentation des femmes autochtones qui est définitivement problématique. Quand les premiers missionnaires sont allés à la rencontre des Premières Nations au 17e siècle, ils ont été définitivement choqués par la sexualité qu'ils pouvaient observer là, parmi les premiers peuples. Parce que ça s'inscrivait pas dans la morale chrétienne de leur époque. Non, et d'autant plus, je sais pas à quel point c'est vrai, mais c'était souvent justement des missionnaires chrétiens, oui, jésuites récollets. Voilà, c'est des jésuites, des récollets, et donc effectivement des gens de religion, et ils étaient là pour une raison aussi, oui. Les convertir et tout ça. Mais bref, ça les a choqués, là, la différence culturelle en lien avec la sexualité. Et c'est un peu devenu une fixation historique, là, la question de la sexualité soi-disant débridée des Autochtones. Et moi, personnellement, je me pose la question où se situe la vérité, là, culturellement, la question de comment est encadrée par des normes la sexualité des Autochtones, parce que c'est sûr qu'il y avait des normes sociales parmi les Autochtones aussi, il y avait des mariages, etc. Donc, c'était pas aussi débridé qu'on pouvait nécessairement le croire du côté des observateurs français. Mais bref, ça a mené à une vision qui existe encore aujourd'hui des femmes autochtones qui sont très sexualisées. D'ailleurs, et je vous le donne en 1000, c'est l'un des plus grands clichés des séries et des films qui mettent en scène les Autochtones, la fameuse liaison amoureuse torride entre un homme blanc et une femme autochtone, ben oui. qu'on va hyper sexualiser, là, la relation est axée autour de la sexualité. L'homme qui se retient, oui. Qui a peur et ça, oui. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui est irritant. Il y avait le film Hochelaga, Terre des âmes, qui était hyper conciliant, là, d'un point de vue, il y avait vraiment une volonté là, d'acceptation, d'ouverture d'esprit, mais ils sont tombés dans le panneau de faire la fameuse liaison entre un homme blanc et une femme autochtone. Et ça a développé en fait un mythe qu'on appelle le mythe de l'indienne facile, qu'on retrouve beaucoup dans les livres d'histoire. C'est un peu une vision où les femmes autochtones à l'époque de la Nouvelle-France donnaient de bon gré aux hommes blancs dans le cadre de leur sexualité débridée. Et évidemment, c'est une représentation qui a depuis été très critiquée parce que ça met au centre de l'histoire les désirs et les besoins et la perception des hommes blancs. Rien de neuf sur le soleil, sous le soleil à ce niveau-là. Mais ce mythe-là a des conséquences graves jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs études qui montrent que les femmes autochtones et les femmes de couleur en général ont tendance à être hyper sexualisées, ce qui amène à une banalisation des violences sexuelles dont elles sont victimes. D'ailleurs, il y a 1 an ou 2, il y avait eu un reportage d'enquête qui portait sur les femmes inuites qui sont victimes de violences sexuelles de la part des visiteurs blancs. Là, c'était vraiment troublant comme documentaire. Et ça citait un procès où il y avait un juge dans un cas d'agression sexuelle, un viol là, sur une adolescente inuite. Et le juge, il allait de plein de jugements dans son jugement.
justement. jugements, oui. Voilà. Des C'est sa jugements job. de valeur. C'est un peu sa job, mais pas dans ce sens-là. Et il parlait de la culture plus libertine qu'il pense que les Inuits ont, que le viol avait eu moins d'impact sur elle que ça l'aurait eu sur une fille de 16 ans en général, que c'est typique pour les filles Inuits de se donner aux hommes blancs. C'était hyper choquant, en fait, tous les préjugés, les stéréotypes qu'il y avait là-dedans. Puis c'était juste il y a quelques années. Donc ça affecte le système de justice, puis la façon dont elles sont traitées par les policiers, les avocats, les juges, etc. Donc c'est important de réfléchir à cette question-là, la façon qu'on représente les femmes autochtones dans les œuvres de fiction et dans les livres d'histoire également. Ben justement, je vais te poser la question préférée de tout historien, toute historienne. C'est quoi la solution? Ah, si seulement il y avait une solution simple. En fait, c'est un peu ça le problème, c'est que on dit ce qu'il faut pas faire, mais on donne pas beaucoup de pistes de solutions de ce qu'il faut faire. Il y a vraiment pas de réponse facile, mais je pense que de développer son intérêt pour la question, se rendre compte de l'importance de l'enseignement de l'histoire autochtone aussi d'un point de vue social, d'être sensible au sujet, d'être ouvert, de challenger, vous m'excuserez l'anglicisme ici, là, les idées reçues. Et comme je le disais, de pas avoir peur d'être maladroit en abordant les questions autochtones. C'est pas mal les pistes de solutions là, que je peux suggérer. Je comprends. En 30 secondes, est-ce que tu aurais peut-être une lecture à nous suggérer pour plus avoir une meilleure idée de ce que c'est le fait autochtone? Ben, je vous recommanderais de lire le livre Mythes et réalités sur les peuples autochtones de Pierre Lepage, qui s'attarde à démonter justement plein de mythes sur les autochtones, comme la sauvagerie, la question des droits ancestraux, les tentatives d'assimilation, la fameuse loi sur les Indiens, ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Puis ça parle aussi des caractéristiques propres de chaque nation. Donc c'est vraiment un beau survol pour comprendre la situation autochtone aujourd'hui. Ben merci beaucoup, Joanie. Ça m'a fait plaisir. Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur les relations entre les gouvernements et les Autochtones, je vous encouragerais à aller écouter la chronique du 21 septembre 2018 de Cassandra Roy-Drainville qui traitait des traités autochtones modernes. On retourne en musique. Julien, est-ce que tu nous amènes cette fois-ci en Amérique du Nord? Oui, en fait, cette prochaine chanson-là vient d'une recommandation de notre ancienne chroniqueuse, Anne-Émilie Beauchamp, qui nous demande de présenter une chanson faite par son amie Ciel. C'est la première chanson qu'elle écrit. Ça s'appelle « Plus là ». J'espère pour rattraper les fleuves de ta présence. J'expire pour oublier la ronde de ton absence. Que reste-t-il de nous? Autant de souvenirs que de soupirs. Mais tu t'en fous. Je te sens partout sur moi. Pourtant tu n'es plus là.
Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On va continuer avec Kin Nguyen Huynh, qui est de retour à l'émission cette saison. Kin, tu nous avais manqué. Et là, tu vas nous parler de quelque chose qui est cher à ton cœur, je crois, la République du Vietnam. Bonjour à tous. De quoi il en retourne? De quoi? Je te cède le micro. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, comme je viens de mentionner, je vais parler aujourd'hui de la République du Vietnam, ou, en vietnamien, Vietnam Cong Hoa, et de son histoire particulière, et aussi couvrir la mémoire de la République après la guerre. Donc, pour faire une histoire très brève, la République du Vietnam est établie en 1955, après que les accords de Genève mettent fin à la guerre d'Indochine et divisent le Vietnam en deux États indépendants au 17e parallèle. Dans le nord, il y a la République démocratique du Vietnam sous Ho Chi Minh. Celui-là, c'est l'État qui est communiste, oui, c'est ça? Oui. Parfait. Et au sud, l'État du Vietnam sous l'empereur Bao Dai et son premier ministre Ngo Dinh Diem. Jusqu'à ce moment, l'État du Vietnam est resté sous contrôle français. Mais Diem tasse Bao Dai en octobre 1955 grâce à un référendum truqué qui chasse l'empereur et ses patrons français du pouvoir. Soutenu par les Américains, Diem établit à ce moment la République du Vietnam et dote son nouvel État d'une nouvelle constitution le 26 octobre 1956 qui formalise l'État sud-vietnamien et fonde formellement la République du Vietnam. La République va connaître une histoire qui est très turbulente de 20 ans, marquée par d'immenses difficultés intérieures et par la guerre du Vietnam. Elle tombe officiellement le 30 avril 1975 avec la chute de Saigon et la fin de la guerre. Donc, pour couvrir l'histoire de la guerre du Vietnam est une histoire qui est très, très changeante. Dans le fond, l'écriture de l'histoire de la République du Vietnam est marquée par la dichotomie entre les écoles orthodoxes et révisionnistes. Ouais, si la République a existé seulement 20 ans, est-ce qu'on devrait en conclure que c'était mal géré, dysfonctionnel, illégitime? C'est plus complexe que cela. Dans le fond, on a en fait deux approches. On a l'école orthodoxe qui ont tendance à présenter la République comme un État extrêmement dysfonctionnel, corrompu et qui existe seulement parce que les Américains l'ont maintenu artificiellement en vie afin de servir leurs intérêts dans la région. Les dirigeants sont extraordinairement ineptes et profitent de leur position pour abuser de leur pouvoir et s'enrichir sur le dos de leurs soins et avec l'aide économique américaine. Évidemment. Oui. La population ne voit pas la légitimité de l'État sud-vietnamien et en fait est trop terrorisée pour se soulever, sauf pour les Viet Cong. Quant à l'armée, elle est constituée de conscrits réticents menés par des officiers incompétents qui abusent de leur statut pour s'enrichir et qui sont promus à cause de leur loyauté au chef du régime sud-vietnamien et non à cause de leur talent. L'effondrement après le retrait des forces américaines en 1973 est dû à tous ces facteurs. C'est la vision que Marilyn B. Young, Frédéric Lojvad et Laurent Césari présentent dans leurs livres. À l'inverse, les historiens révisionnistes remettent en question cette vision de la République. Pour eux, c'est un État naissant avec des leaders qui doivent faire face à de nombreux défis. Ils doivent former un État alors qu'il y a une guerre civile contre les guérillas communistes du Viet Cong qui est très sanglante et ils n'ont pas les mêmes attitudes et approches quant à la dissension interne, contrairement au Nord. Mais ça enlève pas la corruption et tout ça? En effet, c'est un problème parce que c'est un vestige de la colonisation française, puisque de nombreux fonctionnaires sud-vietnamiens sont en fait issus du régime colonial français, avec les pratiques qu'ils ont gardées un peu. De plus, l'état de guerre civile perpétuelle et la présence de taupes communistes au sein de la fonction publique sud-vietnamienne empirent ces problèmes en deux façons. Il y a d'abord le sabotage interne, mais aussi une forme de népotisme qui s'impose, puisque les dirigeants comme Ngo Dinh Diem et Nguyen Van Thieu doivent chercher des gens compétents pour justement faire fonctionner l'État, mais ils doivent aussi chercher des gens qui vont être loyaux. Et la loyauté devient plus importante, considérant l'histoire très tumultueuse de la République. Également, ils doivent composer avec un allié très puissant, c'est-à-dire les Américains. Oui. Mais le problème, c'est que les Américains aussi sont extrêmement maladroits. Ils veulent aider parce qu'ils veulent endiguer le communisme en Asie, mais sont incapables de comprendre la réalité sur le terrain et en fait tentent d'imposer ce que eux considèrent la vision d'un État sud-vietnamien. C'est les résultats des recherches d'historiens comme Mark Moyer et Ed Miller et Jeffrey Shaw. Et là, entre ces deux écoles-là, est-ce qu'il y a une division qui a pu triompher? Est-ce qu'il existe un certain consensus académique? Pas vraiment, mais les recherches plus récentes sur l'histoire de la République du Vietnam tendent à porter vers un État qui est autoritaire, mais qui est plus libre que la République démocratique du Vietnam, le Vietnam communiste dans le fond. Les élections dans le Sud ne sont pas des élections libres.
Ngo Dinh Diem prend le pouvoir en 1955 en faisant un référendum truqué pour tasser l'empereur Bảo Đại. Et Diem gagne son référendum à 98%. Et il y a plus de gens qui votent il y a plus de votes qu'il y a de gens capables de voter. Quant à Thiệu, il remporte ses élections en 1969 un peu de la même façon. En plus, après l'assassinat de Ngo Dinh Diem dans un coup d'État en 1963, il est remplacé par une série de juntes militaires sous la direction de différents généraux sud-vietnamiens avant que Thiệu, également un général, prenne le pouvoir en 1965 et instaure une nouvelle constitution en 1967, ce qui fonde la Seconde République du Vietnam. Ouais, jusqu'à date, c'est pas un portrait très libre, hein? Mm-hmm. Et, malgré ce manque flagrant d'élections libres, justement, le Sud-Vietnam tente quand même de se démocratiser. Il y a, par exemple, des médias libres qui survivent aux différents dirigeants de la République. En effet, juste en 1967, il y a 27 journaux qui sont publiés et dont la vaste majorité, en fait, sont libres de l'ingérence gouvernementale. Il y a également une importante production artistique dans le Sud avec des musiciens et compositeurs comme Pham Duy, considéré comme le plus grand musicien vietnamien, qui produisent librement des œuvres qui sont autant pour ou contre le gouvernement sud-vietnamien. Justement, Pham Duy, ainsi que d'autres artistes, se sont exilés du Nord, puisque le Nord impose une ligne de parti sur les arts qui sont produits. Cela mène en fait à la naissance d'un style musical propre au Sud-Vietnam, alors qu'au Nord, c'est la musique autorisée par le Parti communiste qui a le droit d'exister. Ironiquement, cela mène à la censure et à la fin de la carrière de Van Cao, le compositeur de l'hymne national du Vietnam communiste, qui est également l'hymne national actuel du Vietnam. Mais à part la culture, est-ce qu'il y a des différences marquées qui vont apparaître entre le Nord et le Sud? Oui. Malgré des échecs marquants sous Ngo Dinh Diem, il y a des réformes agraires qui finissent par réussir de façon remarquable. Nguyen Van Thiệu, en 1970, met en place la politique du Land to the Tiller, le Cai Co Ruộng, qui vise à distribuer des terres aux paysans sud-vietnamiens en les achetant aux grands propriétaires et en les revendant à des prix abordables aux paysans. Contrairement dans le Nord que c'est des expulsions forcées et des exactions dans les champs. En 1972, il y a 500 000 paysans qui sont propriétaires de leurs propres terres et vers la fin de la guerre, seuls 10% des terres cultivées le sont par des locataires. De plus, à l'exception de l'été de feu de 1972, la production agricole augmente presque sans cesse jusqu'en 1975 et les exportations de riz, en fait, sont en baisse constante. Après la guerre, en fait, le gouvernement communiste vietnamien constate en 1978 qu'il n'y a presque plus de grands propriétaires de terrain dans le Sud et que la majorité des terres, en fait, ont déjà été redistribuées par l'ancien gouvernement sud-vietnamien. En plus, quand les soldats nord-vietnamiens envahissent le Sud durant les dernières années de la guerre, ils sont abasourdis par la prospérité qui règne malgré la guerre. C'est leur premier contact avec la société de consommation à l'occidentale. C'est raconté par des vétérans comme Bao Ninh dans son livre « Le chagrin de la guerre », où il raconte entre autres comment lui et d'autres soldats nord-vietnamiens sont accueillis sur une petite plantation sud-vietnamienne par des fermiers très sympathiques qui semblent très heureux dans leur vie. Très rapidement, l'un d'eux réalise que la collectivisation forcée que le Nord propose va détruire tout ce que les fermiers ont construit, tandis qu'un autre, qui est un fils de fermier, ne comprend pas pourquoi ces fermiers-là vivent mieux que sa famille dans le même type de milieu. Même les historiens, par exemple Christopher Gosha le mentionne dans son livre, qu'il y a un choc par les soldats nord-vietnamiens quand ils arrivent dans le Sud, et de nombreux Sud-Vietnamiens regardent avec amusement les soldats nord-vietnamiens découvrir maladroitement différents produits et objets de la vie courante moderne, comme le cuiseur de riz automatique, les nouilles instantanées et les bols de toilette. Ma mère se rappelle notamment avoir vu des soldats nord-vietnamiens s'abreuver à même d'un bol de toilette, croyant que c'était un abreuvoir. Mais bon. Ben, justement, quand les contacts se passent, comment ça se passe quand les armées du Nord envahissent le sud du Vietnam? Les Sud-Vietnamiens ne se sentent pas libérés quand les soldats communistes arrivent à Saigon. J'imagine. Ouais, on a des images justement de propagande où est-ce qu'on voit des foules applaudir l'arrivée des soldats nord-vietnamiens. Mais la réalité est que les gens, en fait, applaudissent parce qu'ils sont absolument terrorisés, justement parce que ils ont des armes à feu, des tanks et tout le kit. Et les Sud-Vietnamiens se demandent même qui a libéré qui. Et l'impression que les autres ont, c'est que les communistes ont libéré les Sud-Vietnamiens de leur possession puisqu'il y a un important pillage après la fin de la guerre. Même les communistes eux-mêmes admettent qu'ils se font corrompre par les biens de consommation qu'ils découvrent. Donc, après la prise de Saigon et la chute de la République, les réformes du nouveau gouvernement communiste, en fait, déclenchent tellement de souffrance que cela provoque l'une des pires crises de réfugiés du 20e siècle, qui est d'ailleurs mon sujet de mémoire. Cette crise crée une importante diaspora qui
qui gardent une mémoire très vive de la République. Donc, malgré la chute de Saigon et les mesures communistes pour détruire la mémoire sud-vietnamienne, les Sud-Vietnamiens qui quittent vont travailler très fort pour commémorer leur pays perdu. Donc, pendant que les drapeaux sud-vietnamiens sont baissés pour la dernière fois sur les navires de guerre sud-vietnamiens, les 30 000 réfugiés qui sont à bord chantent les larmes aux yeux l'hymne national de la République. Et c'est le début de leurs efforts commémoratifs. Tu parles de diaspora, ces exilés-là, ces exilés-là, où est-ce qu'ils vont aller? Un peu partout à travers le monde, mais le plus grand foyer est aux États-Unis, puisque les Américains en ont accueilli le plus. Et quand ils arrivent aux États-Unis, avec le temps, ils vont établir les Little Saigon. C'est des quartiers vietnamiens nommés après l'ancienne capitale du Sud-Vietnam. Et le plus ancien et le plus important se trouve à Orange County, en Californie. Ces quartiers sont des lieux où se regroupe la communauté vietnamienne américaine pour y vivre et recréer leur pays perdu. Également, depuis 2002, le drapeau sud-vietnamien est reconnu aux États-Unis comme étant le drapeau de l'héritage et de la liberté vietnamienne dans plusieurs États et villes grâce aux efforts des réfugiés et l'appui de politiciens locaux comme le gouverneur Arnold Schwarzenegger de Californie. Ah, ben oui. Ouais. Il y a aussi plusieurs célébrations dans la communauté vietnamienne américaine pour commémorer la République. Par exemple, on a des concours de beauté où est-ce que les femmes vont porter des robes traditionnelles vietnamiennes avec les couleurs du drapeau sud-vietnamien, mais aussi des défilés militaires faits par les vétérans de l'armée sud-vietnamienne, tandis que des artistes vont écrire des chansons pour commémorer leur pays perdu. De plus, il y a des monuments qui sont érigés pour commémorer les soldats et qui sont morts durant la guerre, justement. Et il y a des émissions comme Paris by Night qui produisent des spectacles et des chansons pour commémorer la fin de la République. Également, il y a un musée qui a été ouvert en 2016 en Californie par les réfugiés vietnamiens pour commémorer leur pays et leur héritage. Est-ce qu'on a quelque chose d'équivalent au Canada? Si. Le Canada, en fait, depuis 2015, le 30 avril est reconnu comme la journée du parcours vers la liberté par le gouvernement canadien. Ça a été instauré sous le gouvernement de Stephen Harper grâce aux efforts du sénateur Ngo Thanh Hai et la communauté vietnamo-canadienne. Et cette journée vise en fait à commémorer les circonstances qui ont mené à l'exode des Vietnamiens, à remercier le Canada qui les a aidés et à célébrer les contributions de la communauté vietnamo-canadienne. De plus, la communauté vietnamienne-canadienne organise aussi des cérémonies pour commémorer la République de façon similaire aux États-Unis. Par exemple, je me souviens, mon père faisait en fait les défilés militaires pour commémorer ça. Et donc, en bref, toutes ces commémorations témoignent en fait d'un réel patriotisme pour la République du Vietnam qui n'existerait pas si le pays était aussi terrible que certains historiens le laissent croire. C'est donc un pays qui a simplement énormément de défis à faire face, mais qui, après un regard sérieux, n'était pas si terrible que ça. J'imagine. Merci beaucoup, Kin. Et si vous voulez en savoir plus sur le contexte de la guerre froide en Asie, je me permets de vous suggérer la chronique de Julien Lehoux du 18 octobre 2019 sur la révolution culturelle chinoise. Sinon, c'est déjà tout pour l'émission. Je voudrais remercier Julien à la régie. Merci, Julien. Merci à toi, Joël. Je voudrais aussi remercier Véronique et Joanie qui sont malheureusement plus en studio, mais aussi Kin. Merci, Kin. Et si vous voulez en connaître plus sur l'histoire par petites bouchées, je vous suggère de suivre toutes nos émissions sur choc.ca. Vous pouvez aller nous retrouver sur Facebook et sur toutes vos plateformes de balado diffusion préférées. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette pour Histoire de passer le temps et je vous souhaite une très belle semaine.